Alors bonjour, j'ai l'honneur de vous retrouver pour un autre podcast Demain Lab pour qu'on puisse justement rêver à demain, pour qu'on puisse se mettre en action aujourd'hui pour avoir un monde meilleur en fonction de nos objectifs à nous ou de ce qu'on veut faire avec ce qui se passe en ce moment. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'échanger avec François Lavallée. Bonjour François. Salut. Alors, François, j'adore comment tu te définis. Tu te définis comme un maître de l'inconfort. Et un maître de l'inconfort, il va falloir que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais parce que c'est vraiment pour moi un titre comme ça, c'est assez original. Et en même temps, je trouve ça extraordinaire en ce moment de te définir comme ça. Alors, François, ben justement, je vais te donner la parole pour que tu m'expliques un petit peu qui tu es, François. Oui, ben écoute, le maître de l'inconfort, c'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser il y a quelques années à la suite de commentaires de mes clients qui viennent à mes événements de réflexion, des collectifs de réflexion sur différents sujets. Mais l'idée en arrière du collectif de réflexion, ou think tank en anglais, c'est d'être ensemble et de réfléchir à différentes problématiques. Et ça fait plus de 15 ans que je fais ce genre d'intervention-là. Et puis, à chaque fois, ce que j'aime, c'est créer une énergie dans la salle pour que les gens puissent apprendre ensemble, avoir le goût de partager. Et je me suis rendu compte depuis 15 ans, puis ça arrive encore aujourd'hui, quand on mène une foule dans une salle, 30, 40, 50 personnes, ben là, ils s'agglutinent ensemble, les amis. Puis ça reste entre amis. Puis ça va s'asseoir à la même table. Puis s'il n'y a pas de place sur la table pour le 6e ami, alors que c'est une table de 5, le 6e ami peut chercher une chaise, puis on se colle, puis on est tous ensemble. Et moi, rapidement, j'ai commencé à dire aux gens, qu'est-ce que vous faites là? Vous vous connaissez? Ben oui. Ben, vous n'êtes pas à la bonne table. Faites-vous des amis, allez ailleurs. Et puis là, les gens hésitaient, puis non, je les prenais, puis je les déplaçais. Alors, tranquillement, dans mes activités, j'ai commencé à me dire que c'était important de gérer cette situation-là en créant cet inconfort pour dire aux gens, maintenant, changez de place, changez de table. Bon, au début, j'étais assez gentil. Maintenant, je suis devenu vraiment méchant avec mes clients. C'est quand tu les prends, tu les déplaces. Oh non, mais c'est parce que quand les nouveaux arrivent, parce que c'est les mêmes clients qui reviennent dans certains cas depuis 10-15 ans. Alors, là, je vois un nouveau ou une nouvelle arriver, je vais la voir, je dis bonjour, c'est moi François. Oui, bonjour. Je dis, est-ce qu'on vous a expliqué ce qui allait se passer aujourd'hui? Et puis là, je vous dirais, depuis 5 ans, les gens disent, ouais, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas que je m'attende à rien. Ouais, ils m'ont dit que ça se pourrait que je ne me sente pas bien. Ah, ben, tu as raison. Donc, toi, c'est tes amis ici. Ben, tu ne leur parles plus aujourd'hui. Tu vas aller voir les autres. Alors, je crée l'inconfort dès le début et les gens le savent qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi pendant les événements. On reste toujours décent, cependant. Je n'ai jamais demandé à personne de se déshabiller encore. Mais bon, c'est un projet. mais le but de ça, c'est vraiment de créer un sentiment où on se sent instable. On ne peut pas garantir de ce qui va se passer ensuite. On n'est pas certain de nos réactions face à ce que je leur demande de faire. Et cette instabilité-là, cette incertitude-là, cette ambiguïté-là fait que les gens vont aller un pas plus loin, vont avancer. Okay. Alors, moi, je pense que l'inconfort nous permet de casser ce qu'on connaît. Et parce que c'est cassé, on ne peut pas nécessairement le refaire de la même façon. Puis là, je vais citer Ralph Waldo Emerson là-dedans, qui disait « Un esprit qui prend de l'expansion ne peut pas revenir dans sa forme initiale. » Alors moi, je dis aux gens, c'est un concept de mind expansion aussi. Je dis, vous allez être transformé. Je dis ça très humblement parce que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tout ce que je leur dis, c'est qu'on va travailler ensemble à voir les choses autrement. C'est intéressant parce qu'effectivement, tu vois, l'apprentissage se fait souvent aussi quand on sort de notre zone de confort. Quand on sort de notre zone de confort, on apprend des choses qui, tu sais, je veux dire, des fois sous forme de nécessité, comme en ce moment, ou parce qu'on a envie, ou parce qu'on se laisse. Donc, il y a toute une attitude à avoir dans se laisser aller dans l'inconfort. Et comment je fais aussi pour apprendre. Excellent. Donc, maître de l'inconfort, je vais vous demander justement, je vais poser ma question, comment peut-on rêver demain parce qu'on a été dans l'inconfort, hein, pour toi qui est bien à l'aise dans l'inconfort, tu devais peut-être nager là-dedans. Comment peut-on rêver demain avec tout ce qui vient de se passer?
Écoute, je reviens sur ce que tu disais tantôt avec l'apprentissage. Je cherche la personne qui l'a dit la première fois, mais on dit apprendre, c'est accepter de changer. Et là, depuis quelques mois, on vit une rupture entre le passé, le présent et le futur. La COVID nous a fait prendre conscience d'énormément d'aspects de notre vie qui n'avaient peut-être pas de sens. Là, les gens veulent revenir à la normale. Moi, je dis, pourquoi revenir à L' anormal? Parce que ce qu'on vivait avant, c'est anormal. C'est pas normal qu'à cause d'une pandémie, d'une crise quelconque, on arrête d'acheter autre chose que l'essentiel et que l'économie mondiale semble en souffrir tellement. Comment ça se fait qu'on en est rendu là où l'essentiel n'est pas suffisant pour entretenir l'économie mondiale? C'est parce qu'on était dans l'anormal, pas la normale. J'aime tout à l'heure, tu as dit même le superficiel. Le superficiel. Oui. Et c'est ce qui semble être une conclusion, puis je ne tire pas des conclusions là, de grande profondeur, mais soudainement, on est à la maison, soudainement, on apprend à se reconnecter comme individu ou à réaliser qu'on doit divorcer dans certains cas, mais on se retrouve en famille, les enfants ne vont pas à l'école, nos enfants, on les adore, mais mon Dieu, qu'on ne peut pas les endurer quand ils sont trop longtemps avec nous. Alors, il y a plein de réflexions là-dedans. Et là, on se dit, oui, mais on veut revenir à avant. OK, est-ce que c'était si bon que ça avant? Et quand on parle à demain, maintenant, le demain d'aujourd'hui est très différent du demain du mois de février. Ben, j'espère. Bien, j'espère. Moi aussi, j'espère, mais les gens ont peur du demain. Et puis, ça fait pourtant des années qu'on dit aux gens, on vit dans un monde VUCA, ou VUCA en anglais. Donc, en français, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Ouais. Et quand on dit VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, on dit « Ah oui, c'est ça le problème. » Et on n'aime pas l'ambiguïté. On n'aime pas l'incertitude. La preuve, c'est qu'on a eu toute une controverse autour des masques au Québec où, en mars, on avait notre médecin de santé publique qui disait « Non, portez pas de masque parce qu'on pense que ça ne réglera pas le problème. » Et soudainement, les informations rentrent, on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait compris ce qui se passait. Et là, on se fait dire, non, maintenant, portez le masque. Ben, c'est de l'ambiguïté. Est-ce qu'on aime l'ambiguïté? Pas du tout. Ben là, tu nous avais dit ça, maintenant, tu nous dis ça. Maintenant, décidez donc ce que vous voulez pour la rentrée scolaire. Puis là, dès qu'il y a quelque chose de certain qui arrive, là, il y a de l'inconfort et de la résistance. Mais à l'inverse, si on avait dit aux gens, on ne sait pas ce qui va se passer pour le retour à l'école, on se fie sur les écoles qui vont trouver la meilleure façon de contrôler l'infection. Eh bien, là, on aurait eu une résistance complète, une révolution sociale. C'est comme, c'est ça, le gouvernement, c'est pas ce qu'il veut. Ben non, le gouvernement, c'est pas ce qu'il veut. Volatile, incertain, complexe et ambigu. Mais les gens veulent du stable, du simple, du clair. Et j'ai aimé ça aussi, tu mentionnais tout à l'heure que c'est la course à la normalité que tu vois en ce moment. Ben oui, on est très conformiste dans nos sociétés. Okay. On aime ça cocher les petites cases. Ben, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. OK, mais est-ce que ça valait la peine de cocher la petite case? Ben là, c'est parce qu'il y avait une petite case, il faut que je la coche. Non, c'était pas une petite case. Tu sais, on dit sortir de la boîte, hein? Oui. Mais des petites cases, c'est des petites boîtes. Quand on regarde un organigramme dans une organisation, c'est quoi? C'est qu'on dit, Stéphanie, toi, tu vas être dans la petite boîte ici, là. Tu vas t'appeler coordonnatrice de telle chose. Voici ta description de tâche. Mais tu ne peux rien faire d'autre, Stéphanie. Et puis, on accepte ça. Et on a toujours accepté ça. Puis là, ce système-là qui est rigide, ben, il ne fonctionne pas dans une crise sanitaire. Et est-ce que tu penses que même cette crise sanitaire pourrait nous amener à être plus dans un monde VUCA, comme tu le mentionnes? Comment on peut être justement dans un monde VUCA? Comment on peut travailler? Parce que le monde VUCA, on le sait. On sait que plus tard, il va être peut-être encore plus, hein, tu sais, je vais dire, la normale, l'apostrophe anormale, il va être plus VUCA. Comment on fait pour être plus dans un monde VUCA? Ben, en fait, au début de la crise, j'ai eu comme une espèce d'illumination. Ça m'arrive. Il y en a qui vont dire que ça y arrive tout le temps, là, mais bon. Alors, pour mettre de l'inconfort, je trouve que c'est pas pire quand même. Ben, c'est ça. Alors, je me suis dit, on vit dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Okay. Et là, je me suis dit, non, on est en train de vivre un autre monde VUCA. OK. Donc, c'est un autre virtuel. VUCA. Ah non, mais c'est un autre VUCA. Un autre. Okay.
Alors, V pour virtuel, Ouais. I pour inconnu, C pour chaotique, OK. et A, au début de la crise, en tout cas, c'était pour asocial, Asocial. qui s'est transformé ensuite par asymptomatique. On ne savait plus qui était malade. Là, finalement, ben, j'ai décidé à la fin de dire que le VICA, dans le fond, c'est virtuel, inconnu, chaotique et adaptable. Ah, j'aime ça. OK. Adaptable. Donc, on va devoir Et travailler notre adaptabilité. tout à fait, tout à fait. OK. Puis ça, je pense que si on veut vivre demain, et puis ça, Alvin Toffler le disait en 1970 dans son livre Le choc du futur, il nous avertissait il y a 50 ans que les changements étaient tellement rapides maintenant que la société aurait dans le futur énormément de difficultés à s'adapter à cette vitesse qui augmente. Je dis souvent, puis ça c'est un quote de moi-même, OK? Ouais. Souvent que comment je dis ça? Le présent, la vitesse du présent est supérieure au futur du passé. Oh, ouais, là, c'est... Ah, c'est beaucoup de temps de verbe en même temps. Mais Ouais, si on c'est y ça. pense, c'est que dans notre présent, ça bouge beaucoup plus vite que tout ce qui avait été imaginé de futuriste depuis 50-60 ans par les auteurs de science-fiction. Un bel exemple de ça, c'est Isaac Asimov en 1953 qui écrit un livre qui s'appelle Les cavernes d'acier, dans lequel il y a des visioconférences sur des murs complets. Ben, guess what? Lui, il prévoyait ça dans 1000 ans. Puis là, on est 70 ans plus tard, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en vidéoconférence sur un écran de 27 pouces ou de 40 pouces. On a des télévisions de 72 pouces. Alors, la vitesse du présent est supérieure au futur du passé. Wow. Puis, comment on peut faire justement, tu sais, comment tu accompagnes, toi, les entreprises pour être dans ce monde VICA, les deux définitions que tu donnes finalement? Ouais. Comment tu fais? Parce que je sais que tu te définis aussi comme un biologiste organisationnel. Peux-tu aller là-dedans? J'aimerais vraiment ça que tu partages tu expliques, et puis tu vois, tu nous expliques aussi comment tu fais pour accompagner les organisations dans cette biologie organisationnelle. Je suis un biologiste organisationnel, mais j'ai d'autres qualités. Alors, biologiste organisationnel, c'est quelqu'un qui va vous aider à découvrir des problèmes dont vous n'aviez même pas connaissance et à trouver des solutions qui n'existaient pas avant qu'on en parle. OK. Alors, essentiellement, c'est deux mots. Biologie, l'étude de la vie organisationnelle dans les organisations. Mm-hmm. Et puis, je le dis avec légitimité parce que je suis biologiste moléculaire de formation, d'où l'ADN qui est autour de moi. Ben oui, hein? Alors, l'ADN des organisations, maintenant, c'est l'ADN avec lequel j'ai travaillé, d'induire des mutations dans l'ADN. Puis explique pourquoi il y a des petits bonhommes à la fin, là. Ben c'est ça, c'est que le code génétique d'une entreprise, c'est quoi? C'est les gens. C'est les gens qui interagissent ensemble. Puis les mutations, c'est quand il y a des gens qui ne sont pas capables d'interagir ensemble, donc il y a des mouvements dans l'entreprise. Alors moi, je trouve que cette métaphore-là de l'ADN correspond à ce que moi, je voyais quand je faisais ma maîtrise en biologie moléculaire, c'est-à-dire que j'étudiais les facteurs qui altéraient l'expression des gènes qu'on a dans une organisation. Et je vois plein d'analogies entre ce que je voyais dans une cellule saine et une organisation qui devrait être saine, mais qui est souvent malade. C'est vivant. Tu sais, les deux sont vivants, donc c'est sûr qu'il y a plein d'analogies, là. Organisation, organisme, oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je fais, c'est que ce qui m'a lancé là-dedans, c'est une conversation. En fait, j'ai assisté à une conférence en 2014 avec John Osborne puis Nigel Payne au Bootcamp Formation à Montréal. Et ça m'a allumé sur des concepts de base, dont le concept de hierarchy, la connectarchie. Et quand j'ai vu ça à l'écran, littéralement, j'ai pleuré. Bien, j'ai pleuré parce que c'était la première rangée en avant, puis l'écran 60 pieds en LED m'a complètement ébloui. Mais le concept était tellement fort et ça m'a fait réfléchir à énormément de choses au niveau de la connectivité, c'est-à-dire les échanges entre les gens. Et j'avais déjà un bon réseau, mais après cette conférence-là, j'ai vraiment allumé sur l'importance d'un réseau pour apprendre et se développer. John Osborne m'a présenté à des dizaines de gens par la suite. Je travaille encore avec John, qui va présenter d'ailleurs à Spark the Change bientôt, l'année prochaine. Et un de ces personnes-là, c'est Dave Snowden, qui a un modèle super intéressant. Puis, si tu veux, je vais le partager aux gens. Partage-le, oui. Oui. Puis, je vais t'expliquer d'où ça vient, toutes ces histoires-là. Alors, on va aller sur Keynote ici et on partage comme ça. Alors, Dave Snowden a un modèle qui parle d'innovation. Est-ce que vous voyez bien ça, innovation à l'écran? Oui, on le voit. C'est parfait.
Alors, Dave Snowden, c'est un gars qui travaille dans la grande complexité. Il y a des modèles incroyables. Et celui-là m'a beaucoup frappé. Qu'est-ce que c'est qu'innovation? L'innovation, c'est 3 paramètres. C'est possible d'innover quand on sent la pression. Alors, présentement, qu'est-ce qu'on sent avec la COVID? On sent de la pression. Oui, il y a une nécessité, là, tu sais. C'est fou, là, c'est fou. Sauf que ce n'est pas suffisant. Pour innover, il faut aussi vouloir changer, le désir de changer. Alors, il y a des gens qui sentent la pression, mais ils ne veulent pas changer, ils veulent revenir à avant. Bien, ce n'est pas ceux-là qui vont innover. Alors, il y en a qui sentent la pression, qui ont vraiment ce désir brûlant d'innover. Il manque un 3e paramètre. Le 3e paramètre est un changement radical de paradigme. Et j'insiste, un changement radical de paradigme. C'est le radical l'important, là. Hein? Ah, tout à fait. Et puis, c'est difficile de changer de paradigme. Oui, effectivement. Et comment parce que toi, comment tu accompagnes ces gens? Je comprends, là, tu les mets dans l'inconfort, mais comment tu fais ce radical-là? Est-ce que tu y arrives? Bien, c'est un processus qui est très long en passant. Okay. Alors, quand je te disais que maintenant, les clients qui sont habitués de venir à mes événements, ils avertissent leurs collègues. Attention, là, tu vas rencontrer François. Il va se passer quelque chose. Bon, mais par exemple, l'année passée, à la suite d'une intervention qu'on avait faite en 2018, j'ai eu une idée et je me suis dit, bon, on va penser à un plan d'action créatif. Alors, je dis aux gens, bon, qu'est-ce que vous allez faire avec ce qu'on a appris aujourd'hui, par exemple? Et bien, c'est toujours difficile, un plan d'action, parce que les gens se sentent limités par le budget, par les ressources, par les contraintes hiérarchiques. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est, bien, si vous aviez une baguette magique, est-ce que vous feriez les choses différemment? Ah, ben oui, c'est sûr. Bon, alors, venez choisir votre baguette et on travaille. Et là, les gens restent surpris. L'année dernière, j'ai donné plus de 300 baguettes magiques à mes clients. Oui, je sais, tu as fait tes fameuses baguettes magiques que tu as fait fabriquer, là. Exactement. En fait, je les ai fait fabriquer chez un fournisseur chinois. Alors là, il y en a qui disaient, ben là, c'est parce qu'au niveau de l'écologie, c'est pas très bon. C'est vrai. Fait que même ça, là, j'ai eu un changement de paradigme. Les prochaines baguettes vont être différentes et locales. Parfait. Mais l'année passée, parce que j'ai fait ce changement-là, j'ai dit aux gens, maintenant, vous avez une baguette, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, il y a des gens qui ne comprenaient pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je dis, oui, mais c'est une gogosse. Qu'est-ce que je fais avec un gadget? Et imagine que c'est une vraie baguette. Alors, les gens prenaient la baguette dans leurs mains et puis faisaient des mouvements étranges de jeter un sort avec la baguette, mais ça les a fait sortir de leur carcan mental. D'accord. Alors, on commence tranquillement, et puis parce qu'on a osé rêver, tu sais, toi, tu dis rêver demain. Oui. Parce qu'on a osé rêver, il y a quelque chose qui germe dans notre esprit. Et c'est pour ça qu'on dit que ça ne peut jamais revenir à sa taille initiale, un esprit qui a pris de l'expansion. J'ai eu cette idée-là, oh mon Dieu, c'est fini. Ça va me harceler jusqu'à ce que je la réalise. Donc, il y a comme une éducation à ce radical, à changer le paradigme radicalement. Donc, il y a comme, tu sais, je veux dire, il y a un temps d'adaptation, de préparation, d'entraînement peut-être? Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment, et c'est ce qui fait que les clients reviennent. Ils acceptent de se faire déstabiliser, puis à chaque fois, il y a quelque chose qui arrive de plus. Okay. Alors, les clients qui comprennent bien ce message-là, puis j'en ai plusieurs là, qui me disent, si tu savais ce que je demande à mon patron maintenant, bien oui, parce qu'on a appris à rêver, on a appris à voir les choses différemment, on a appris à voir que oui, on a besoin de la hiérarchie dans une entreprise, la super pyramide organisationnelle, mais ce n'est pas la fin de la vie, cette affaire-là. On peut contourner ça si ce n'est pas fonctionnel. Et c'est souvent le cas, ce n'est pas fonctionnel. Puis on peut peut-être créer complètement autre chose de différent, là. On crée complètement autre chose. Puis moi, au fil de ces réflexions-là, j'ai développé 2 modèles. Un que j'appelle les 3 lois de la biologie organisationnelle, puis leadership latéral, en honneur de lateral thinking de Edouard de Bono. Et si tu veux que je te partage encore quelque chose? Oui, j'aimerais ça. Oui, je sais qu'il y en a 3, alors partage les 3. Bon, alors on va commencer avec ça ici. Je vais faire partage encore une fois. Oui, voilà. Alors, les 3 lois de la biologie organisationnelle, c'est mon collègue et ami Jocelyn Gagnon de Espace Stratégie qui a utilisé les 3 lois de la robotique de Isaac Asimov, qui est une espèce de classique dans la science-fiction. Les 3 lois de la robotique disant qu'un robot ne peut pas faire de mal à un être humain. Ça, c'est la première loi. Un robot doit se... attends un petit peu. Un robot doit... C'est quoi la deuxième? Hey, je me mélange, là.
j'ai trop d'affaires en tête. Il y en a un qu'il faut qu'il se protège, puis l'autre, ben, il doit... non, se protéger, c'est le dernier. Ah non, c'est ça. Le premier, c'est un robot ne peut pas faire du mal à un humain. Un robot doit obéir à un être humain, sauf si ça contrevient à la première loi. Puis la troisième loi, c'est un robot doit se protéger, sauf si ça contrevient aux deux autres lois. Alors, ces lois-là font qu'on est capable de fonctionner comme robot. Maintenant, on n'est pas des robots. Alors, moi, j'ai pensé aux 3 lois de la biologie organisationnelle. Alors, la première loi de la biologie organisationnelle, c'est mouvement et interaction. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est un peu comme les volées d'oiseaux là, qui bougent. Bien, ce que je dis, c'est que pour atteindre les objectifs, on doit pouvoir interagir. Alors, la première loi, c'est interagir pour réussir. C'est la base de tout ce qui se passe dans les organisations, tout ce qui se passe dans les familles. On doit se parler, se poser des questions, réfléchir ensemble. La deuxième loi, qui ne peut pas contrevenir à la première, c'est d'être capable de décider. Alors, dans les organisations, on se rend compte que les gens n'ont presque plus de pouvoir décisionnel. Ils ne peuvent rien faire sans demander la permission. Ils ne peuvent rien dépenser sans avoir une autorisation. Alors, moi, ce que je dis, c'est que le pouvoir et l'autorité doivent être partagés et utilisés avec sagesse. Puis ça ne devrait jamais interférer avec la première loi. C'est-à-dire qu'avant de décider, on doit interagir. Donc, savoir et pouvoir décider, c'est la deuxième loi. La troisième loi qu'on peut mettre en place dans les organisations, c'est au niveau de la connaissance et de la formation. On parlait tantôt d'apprendre. On dit apprendre, c'est accepter de changer. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre en continu. Mais ça ne veut pas dire cependant que tu peux aller chercher n'importe quelle formation. Non. Tu vas chercher des formations qui te permettent d'apprendre pour grandir. Mais pour faire ça, il ne faut jamais que tu passes par-dessus la deuxième loi. La deuxième loi, c'est savoir et pouvoir décider. Donc, on va apprendre pour être capable de mieux décider, de mieux faire les choses. Et encore une fois, on ne fait jamais ça sans avoir consulté. Ce n'est pas une autorisation, c'est de consulter. C'est de se dire, est-ce que ça vaudrait la peine d'aller chercher cette formation-là? Pourquoi? Bien, ça va m'aider à mieux faire mon travail, à mieux décider. Alors, ces 3 lois sont intégrées les unes dans les autres. Puis, il y a aussi la dernière loi, la loi unique que j'appelle. Et ça, c'est super important pour le futur. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager le futur? Bien, il faut d'abord savoir quel futur on veut. Alors, la loi unique, c'est de garder le cap. En tout temps, on doit savoir pourquoi on doit interagir pour réussir. Pourquoi on doit savoir et pouvoir décider. Pourquoi on doit apprendre pour grandir. Et ça, quand on parle du futur, bien, on a les 3 lois ensemble qui nous aident à garder le cap. Puis garder le cap, est-ce que c'est quelque chose qui est comme plus grand que moi aussi? Tu sais, je veux dire, c'est pas juste. C'est ça, hein? Donc, c'est pas juste moi. C'est quelque chose, il y a moi, mais qui est dans le plus grand que moi. Intéressant. Exact. Parfait. Donc, c'est très, très gros. Et c'est pour ça qu'à force de discuter comme ça avec mes collègues, avec mes employés, à un moment donné, j'ai développé le concept de leadership latéral, de latéralité. Encore une fois, c'est la pensée latérale. Alors, ultimement, ce que ça veut dire, c'est tu suis la traque, mais tu marches à côté de la traque tout le temps. Alors, l'avantage de marcher à côté de la traque, c'est pas d'être fou. On suit quand même la direction qui est le chemin de fer, si on veut, c'est la métaphore que j'ai en tête. Et l'avantage d'utiliser ce concept-là, c'est que quand le train arrive, bien, si toi, tu ne marches pas sur la traque, bien, le train ne te frappera pas. Donc, il y a des avantages partout. Et le leadership latéral, encore une fois, je me suis inspiré de Dave Snowden, c'est le même genre de modèle visuel. Le leadership latéral, c'est d'avoir la volonté de réaliser des choses. Il faut vraiment dire, je veux atteindre ce futur-là que j'ai envisagé. C'est aussi d'avoir le courage de faire les bonnes choses, pas seulement de vouloir, d'avoir le courage de réaliser ces choses-là, d'aller au-devant des obstacles, de passer par-dessus les obstacles, de revenir et de continuer à travailler. C'est du courage qu'il faut. Et finalement, il y a le dernier aspect qui est hyper important, qui a un lien avec les paradigmes, c'est d'avoir une ouverture d'esprit qui est assez large pour accepter les idées nouvelles, puis de se challenger toujours avec le futur en tête. Donc, je veux, je peux, puis je suis prête à ouvrir parce que c'est peut-être pas ce que je pensais au début qui va me permettre d'arriver. Puis, tu vois, en ce moment, parce que dans le paradigme qu'on est, enfin, dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce que je vois des fois, c'est que les gens ont tendance à se refermer, tu sais, à justement, on connaît, on contrôle, on repart dans ce qu'on avait déjà vécu avant ou autre. Donc, comment concrètement, tu pourrais dire aux gens, ben, travailler ce leadership latéral, tu sais, comment je
peux travailler la volonté des gens qui veulent, on y va? Comment je peux travailler la volonté, le courage d'oser? Et comment je peux travailler l'ouverture d'esprit en ce moment où les gens ont tendance à comme non, 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 justement, faut pas trop, faut pas trop. Ouais, ouais. Mais en fait, ces trois principes-là, je les utilise de façon subtile et presque, en anglais, il y a le mot stealth, c'est presque insidieux, là. Les gens ne se rendent pas compte, là. Mais quand ils viennent à mes collectifs de réflexion, la volonté, elle augmente quand on partage des bons coups et des moins bons coups avec les autres. On se dit, mais mon Dieu, c'est excitant ce que tu as fait. J'ai le goût de l'essayer aussi. Alors ça, on le fait en partageant avec des gens qui ont un profil ou un parcours qui ressemble au nôtre. Donc, interagir pour réussir, ça fait augmenter la volonté. Okay. Ça donne le goût de faire plus. Le courage, bien, le courage, des fois, c'est le courage de décider. Alors, c'est ma deuxième loi, savoir et pouvoir décider. Alors, le courage, ça se gagne comment? Bien, encore une fois, quand on interagit avec les gens, et puis là, j'entends de la bouche d'un collègue, lui a été 7 fois à son patron pour aller chercher un nouveau budget. À chaque semaine, il en discutait. Il a eu le courage d'insister, d'être persistant. Alors que la plupart des adultes, quand on leur demande « Vous acceptez non combien de fois avant d'arrêter? » Bien, la réponse, là, c'est moins de 1. C'est moins de 1 fois. C'est que les gens se disent « En Saint-Saint, mon boss ne voudra pas. » Ils n'essayent même pas. C'est ça. Et j'arrive avec un autre exemple, c'est quand on était enfant et qu'on allait au magasin de jouets, combien de fois on demandait à nos parents avant qu'il y ait un non définitif? Oh boy, c'était multiple times. Et comme adulte, on ne sait même pas un. La plupart des gens n'osent même pas le demander. C'est comme si on a intégré le cadre, ça va être non. On l'a déjà intégré, cette perception-là, et c'est que ça va être non. Je n'ose même pas demander parce que de toute façon, ça va être non. Tout à fait, tout à fait. Puis le troisième aspect, l'ouverture d'esprit, bien, moi, quand je réunis les gens, même quand c'est des formations assez techniques, là, je travaille dans l'éthique, j'essaie de leur faire des activités d'apprentissage qui leur permettent de changer de perspective. Alors, l'ouverture, ça se travaille. Il faut accepter, premièrement, puis là, quand on parle du pharmaceutique, là, on parle de conformité. Alors, la petite boîte, là, est en caractère gras, c'est une grosse ligne. C'est très clair les limites qu'on ne doit pas franchir. Bien, moi, je leur fais faire des exercices pour réfléchir à est-ce qu'il y a vraiment une boîte autour de toi? Alors, tout ce que je fais, c'est orienté vers l'inconfort, de dire, oh, bien, peut-être si je sors de ma boîte, ça va marcher quand même. Et ça, ultimement, ce que ça fait, c'est que ça perturbe les neurones, mais ça nous permet de changer nos paradigmes. Ah oui. Et je pense qu'effectivement, on est rendu là. Je trouve que changer de paradigme, ça peut être stressant et angoissant. C'est comme, mais en même temps, de travailler le courage d'y aller. Je ne sais pas. C'est inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vivre. Je vais justement oser découvrir qu'est-ce qui se passe. L'inconnu fait peur. On le sait très bien. L'inconnu fait peur. Donc, en même temps, je me dis, mais quand on se met en action, on voit que finalement, on y arrive. Il y a des choses qui se passent. Tu sais, l'action amène le changement aussi. Donc, j'aime cette idée-là, effectivement, de pouvoir oser changer et voir que c'est différent, qu'il y a des choses qu'on peut, il y a des possibilités. Le champ des possibles est là. Ah, tout à fait. Puis écoute, tu sais, on a tellement peur d'essayer des choses avec en tête l'éventualité d'un échec. L'année dernière, j'ai fait un atelier sur l'échec avec des gestionnaires pour réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a peur, d'où ça vient cette peur-là. Et là, l'exemple le plus probant que j'utilise là-dessus, c'est, je pose la question aux gens, à quel âge avez-vous arrêté d'essayer d'apprendre à marcher? Et puis là, tout le monde me regarde, mais c'est quoi cette question idiote? À quel âge vous avez arrêté d'essayer? Bien, quand j'ai marché, ah bon? Il y a eu combien d'échecs avant de réussir? Et les gens ne comprennent pas, mais un enfant qui apprend à marcher, c'est échec par-dessus échec, par-dessus échec, par-dessus échec, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et toutes ces belles qualités-là, de refuser un non de ses parents, de refuser la chute comme un aboutissement final, on le perd. Le pire là-dedans, on le perd à cause de l'école. On n'arrête pas de dire que l'éducation, c'est important, mais l'école telle qu'on la connaît, puis encore une fois, je reviens sur une lecture que j'ai faite avec Alvin Toffler dans son deuxième livre en 1980.
il nous explique que l'école telle qu'on la connaît, le système d'éducation tel qu'on le connaît, a été mis en place au moment de la Révolution industrielle, début 1800. Essentiellement, les enfants étaient des futurs employés et plus vite ils étaient capables de répondre à des consignes, mieux c'était. Alors, on envoyait les enfants à l'école en leur disant, leur promettant, vous allez apprendre à lire, écrire et compter, quelques années de scolarité suffisamment longues pour que les enfants apprennent en fait 3 principes de base. Le premier, la ponctualité. L'école commence à 8 heures. Les montres au poignet n'existaient pas avant la Révolution industrielle. La Révolution industrielle a amené le chemin de fer. Le chemin de fer a amené l'heure précise pour ne pas manquer le train. C'était pas dans le naturel, ça. Les gens ne disaient pas, ça va prendre 5 minutes. Non, ils disaient, c'est très, très court. Ah oui, c'est quelques secondes. J'ai lu ça quelque part, il disait, le temps d'une pisse. Ça prend le temps d'une pisse. C'est moins d'1 minute. Alors, c'était des expressions comme ça jusqu'à ce que le chemin de fer arrive et force les horloges à des heures fixes. Pour la ponctualité, ah ouais. Et ça, c'est le premier principe que l'école nous apprenait. Tu arrives à 8 heures, tu sors à 10 heures, quand la cloche sonne, c'est la récréation. Quand la cloche sonne, tu rentres. Quand la cloche sonne, tu vas dîner. Quand la cloche sonne, tu rentres. Alors, on arrive à l'usine, punch in, punch out. C'est fou. Deuxième principe de base, tu vas apprendre à obéir. Le professeur décide de ta vie pendant 6 heures. Troisième principe de base, tu vas apprendre à répéter les mêmes choses sans trop poser de questions. La conformité. La conformité. 4-5 ans de ça, ou dans certains cas, après une maîtrise et 20 ans d'études, tu rentres sur le marché du travail et tu vas voir ton boss et tu dis « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Est-ce que tu penses qu'en ce moment, c'est un gros paradigme que tu es en train de... Est-ce que tu penses qu'en ce moment, on doit désapprendre ces paradigmes, ces 3 principes de base-là que l'école nous apprend finalement? Définitivement. En fait, ce qui est fou, c'est que les employeurs aiment la conformité, aiment le contrôle. Le command and control, c'est arrivé au début des années 1900 avec M. Taylor. Mais en même temps, qu'est-ce que les employeurs nous disent tous? On aime le travail d'équipe, la collaboration, l'esprit d'initiative. Alors, est-ce que tu penses qu'on est prêt pour changement de paradigme radicalement comme tu le questionnes là? Ou un mix des deux pourrait être possible? Je vais parler à Stéphanie Lamère. Ouais. Stéphanie Lamère qui a vécu l'école à distance pendant la COVID. L'école à distance pendant la COVID, il y a eu des belles exceptions, mais souvent j'entends les parents me dire c'était horrible, le prof était en avant, puis il parlait comme si c'était devant une classe, mais ça ne fonctionne pas, ça. Comment est-ce qu'un prof aujourd'hui peut faire compétition à YouTube ou à Fortnite? Fortnite, les enfants travaillent fort là, pour jouer à Fortnite. Ils sont rendus au niveau 67 000 avec plein de points et tout ça. Ils travaillent fort pour accéder à ce niveau-là. Comment ça se fait qu'on est capable de garder l'attention d'un enfant avec des capsules scientifiques sur YouTube, avec des jeux vidéo stimulants? Et puis, donc, l'apprentissage, là, c'est profond. Hein. L'être humain a su s'adapter. C'est le propre de l'humain de s'adapter tout le temps. Et puis là, on arrive avec une situation où depuis 200 ans, on a un système scolaire qui, lui, n'a à peu près pas changé. C'est encore des rangées de bureaux. Alors qu'on pourrait avoir ça entre les mains. Et plutôt que de faire un cours sur un sujet quelconque, on pourrait dire aux élèves, vous avez 5 minutes pour me trouver de l'information et on partage pendant 1 heure. Ils vont tous trouver quelque chose de différent. Ils vont tous apprendre et avoir le goût de chercher, de creuser. C'est ça qu'on veut. Un professeur, c'est quoi? C'est un guide, c'est quelqu'un qui ouvre une porte. C'est l'élève qui doit franchir la porte. Mais non, c'est pas ça qu'on fait. On ouvre la porte, on pousse sur l'étudiant pour qu'il passe par le petit trou. Quand il est rendu de l'autre côté, on ferme la porte. Organise-toi. Ça ne marche pas. Là, j'exagère. OK, j'exagère. C'est vraiment intéressant, effectivement. Puis, j'aime beaucoup l'idée. Puis, je te questionne juste, la dernière question, c'est ça. Penses-tu que les organisations sont prêtes aussi? Parce que là, on parle de l'école, puis je l'entends. Et les organisations en ce moment, parce que c'est pas dans 100 ans qu'il va falloir qu'on change. Penses-tu que les organisations sont prêtes maintenant à peut-être intégrer les dons, si c'est possible, ou à changer radicalement de paradigme? En fait, si tu regardes le principe d'innovation de Dave Snowden, il disait qu'il faut de la pression, du désir, puis le changement de paradigme. La pression, on l'a senti. Le désir, on ne le sent pas encore. Les organisations veulent revenir comme avant.
sauf que le changement de paradigme, il est en train de se faire. OK. Ce n'est pas nécessaire d'aller dans une tour à bureau au centre-ville d'une grande ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux? Il va y avoir une crise immobilière, là. Les beaux commerciaux devront être renégociés parce qu'ils vont être vides. Personne ne va vouloir payer pour des espaces vides. Alors, il y en a un changement qui est en train de se produire. L'autre changement, c'est l'employé qui a été forcé, souvent contre sa volonté, à travailler au bureau. Bien, ça a forcé les employeurs à peut-être acheter plus de laptops, d'ordinateurs portatifs. Ça a forcé les employeurs à peut-être payer une meilleure chaise à leurs employés à la maison. Ça a forcé les pétrolières à dire « Oh mon Dieu, on va vendre moins d'essence ». Ça a forcé les restaurateurs des centres-villes à dire « Tous nos clients sont absents, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, il y a un gros changement qui est en train de se produire. Est-ce que les organisations étaient prêtes? Pas du tout. Il y a très peu d'organisations qui ont accepté ça, non pas de bonne grâce, mais avec sérénité et avec enthousiasme. Il y en a très peu qui l'ont fait. Sauf que là, il y a de 50 à 70 des gens qui ne veulent pas revenir au bureau. Alors, l'organisation va être obligée de s'adapter. Les gestionnaires, puis d'ailleurs, je donnais des cours là-dessus, la gestion à distance, ça implique quoi? Bien, ça ne met pas en doute la légitimité managériale. Au contraire, on a besoin de suivi, qu'il soit à distance ou en vrai, mais ça redéfinit le rôle du gestionnaire. On s'éloigne du command and control de Frédéric Taylor. On n'aura pas le choix. Et j'entends qu'il y a des applications qui veulent être utilisées par les employeurs qui permettraient aux employeurs de prendre des photos de la webcam à toutes les minutes, de savoir combien de touches à la minute votre employé utilise. Ça, c'est de la surveillance à un niveau qui est apocalyptique. C'est 1984 sur les stéroïdes. Effectivement, je pense qu'on n'est pas là. Et je partage ton idée. C'est sûr, travailler avec la confiance, travailler avec tout ça, c'est là le changement de paradigme, effectivement. Ouais. Écoute, j'aime beaucoup, puis je veux résumer un petit peu là, dans le monde VICA qu'on est, parce qu'en plus, tu as 2 définitions de VICA, j'aime. Et je retiens beaucoup, justement, le fait que quand l'esprit prend de l'expansion, il ne peut pas revenir à, on va dire, la situation d'avant. Je la retiens énormément, puis j'aime beaucoup, puis c'est un petit peu pour ça. Donc, les organisations, ouvrez les esprits, faites en sorte que les gens prennent de l'expansion. Puis, je retiens ton leadership latéral où, justement, mais travailler la volonté. Donc, il y a quelque chose de la volonté. Travailler le courage, hein, c'est comme le courage de faire le changement, donc d'oser. Et travailler, on va dire aussi l'ouverture d'esprit. Donc ça, je dis, on part avec ça. Puis après, ben c'est sûr que tu as ton deuxième modèle où il y a justement la pression, le désir, puis le changement radical. Ça, il y a ces 2 modèles-là que je retiens. Puis je me dis, si on travaille ça, ben là, on va pouvoir travailler, on va pouvoir s'adapter dans ce monde VICA-là. Est-ce que je résume un peu bien ta pensée, puis comment tu travailles avec les organisations en ce moment? Tout à fait. Puis pour conclure là-dessus, je vois le temps passer aussi. L'année dernière, j'avais une nouvelle participante à mes événements qui, au moment où elle arrive dans la salle, elle rencontre une ancienne collègue. Puis l'ancienne collègue est habituée de venir à mes événements. Alors, là, je dis, je suis content que vous vous connaissiez. Alors, j'ai dit, Sylvie, est-ce que tu peux expliquer à Catherine qu'est-ce qui va se passer? Et là, Sylvie fait « Oh! » Elle dit « Écoute », et elle lui serre l'avant-bras. Elle dit « Fais-toi pas d'attente. » Là, tu viens d'en créer une. Carrément. Elle dit « Fais juste confiance à François et à son processus. » Elle dit « Il a changé ma vie. » Mais moi, c'est ce que je dis maintenant à mes clients. Faites-vous pas d'attente. Soyez juste ouverts. Volatile, incertain, complexe et ambigu, bienvenue dans mon monde. C'est ce qui va se passer. Faites-toi pas d'attente. Garde le cap, reste ouvert. Il y a quelque chose qui va germer. Un peu comme un bambou chinois qu'on arrose pendant 5 ans, puis il n'y a rien qui sort de la terre. Pendant tout ce temps-là, le bambou fait son système racinaire. La 5e année, ça monte de 80 pieds en une saison. Wow! Et moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, il faut que je sois patient, mais je fais confiance à 100% aux êtres humains. Le donc, cerveau soyez patient. voilà. Donc, j'aime ça, c'est comme travailler, soyez patient, puis à un moment donné, ça germe. J'aime ta métaphore, elle est vraiment intéressante. Je te remercie énormément, François, pour le temps et
toute la connaissance, en tout cas tout ce que tu nous as amené. Pour moi, je retiens beaucoup de ces choses-là. Puis ta citation est fabuleuse. C'est qu'un esprit qui a pris de l'expansion ne revient pas à la situation d'avant. Donc, gardez ça en tête et essayez d'ouvrir les esprits alors. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était François. vraiment agréable. Merci.